Il existe quelque part aux États-Unis une famille plus riche que Bernard Arnault et Warren Buffett réunis. Une famille que personne ne connaît, une famille qui vaut à l'heure actuelle plus de 500 milliards de dollars, plus riche que Jeff Bezos ou Mark Zuckerberg. C'est la famille la plus riche du monde d'après le classement Bloomberg, mais personne n'en parle. Digne d'une véritable dynastie, vous ne verrez jamais les membres de cette famille en couverture de magazine, vous ne les suivez pas sur les réseaux et vous ne connaissez même pas un de leurs visages. Pourtant, l'entreprise qu'ils contrôlent est l'une des plus puissantes au monde, profondément ancrée au cœur du quotidien de centaines de millions de personnes. Et, sans le savoir, elle a déjà un impact sur vous. Cette entreprise, c'est Walmart. Vous la connaissez peut-être pas, mais c'est un géant mondial qui est le plus grand employeur du monde, avec 2,1 millions de salariés. Mais aussi, c'est l'entreprise qui génère le plus de chiffre d'affaires au monde, avec 680 milliards de dollars en 2025. Mais si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que ce géant, grâce à l'IA, ne se contente plus de vendre moins cher. Il optimise, anticipe, contrôle chaque maillon de son empire avec une précision industrielle, logistique, prix, stock, comportement client, tout devient piloté par la data. Walmart est le leader du supermarché, mais est aujourd'hui capable de concurrencer Amazon sur son propre terrain. Dans cette nouvelle ère, les anciens modèles du retail, comme Auchan, Leclerc, Carrefour, etc., commencent déjà à paraître complètement dépassée. La révolution arrive depuis les USA et elle va tout emporter. Faire ses courses chez Walmart avec ChatGPT est déjà une réalité. Une photo de votre frigo suffit. L'IA connaît toutes vos habitudes et fait vos commandes et toutes vos courses directement sur Walmart. Aujourd'hui, je vais donc vous raconter ce qui se cache derrière cette dynastie qui est loin, très loin de faire du business comme tout le monde et qui va peut-être révolutionner votre quotidien. 1918, Oklahoma. Bien avant les milliards, les parkings immenses et les rayons infinis, Sam Walton, le fondateur de Walmart, naît et grandit pendant la Grande Dépression dans le Missouri, dans l'Amérique rurale. Son enfance est marquée par l'instabilité, l'argent manque, son père change de travail régulièrement. Très tôt, Sam Walton comprend que rien n'est acquis et ça forge en lui l'importance de l'argent et de sa gestion. Il livre des journaux, vend du lait, multiplie les petits boulots. Cette période va façonner son obsession, contrôler les coûts, ne rien gaspiller, toujours chercher l'efficacité. Sam Walton entre véritablement dans le métier de commerçant. Il devient exploitant et propriétaire d'un magasin franchisé de l'enseigne Ben Franklin. Une expérience qui va lui servir de laboratoire avant de créer plus tard Walmart. Dans son autobiographie Sam Walton Made in America, il raconte qu'il passait ses vacances en famille à parcourir les États-Unis, non pas pour se reposer, mais pour visiter les magasins concurrents. Il obligeait sa femme et ses enfants à s'arrêter dans chaque ville pour analyser les rayons, les prix, la disposition des produits. Ce gars-là ne connaissait pas les vacances. Ses enfants racontent même qu'ils en avaient assez de ces vacances magasins. Mais pour lui, c'était du temps d'apprentissage. Il écrivait tout dans des carnets, il copiait les bonnes idées, il améliorait les autres. C'était un observateur compulsif, presque obsessionnel, convaincu qu'un centime économisé à grande échelle pouvait devenir une fortune. Il pose les bases de sa vision stratégique avec une idée simple mais radicale, réduire les marges au maximum pour vendre plus que tout le monde. Mais un autre positionnement va venir compléter sa vision. Au début des années 60, les grandes chaînes de distribution se développent, mais elles ciblent surtout les centres urbains et les zones déjà très dynamiques. Pendant que les métropoles prospèrent, l'Amérique rurale reste souvent à l'écart de cette modernisation commerciale. Ça, Sam l'a très bien compris et il va tout faire pour l'exploiter. Le 2 juillet 1962, à Rogers, dans l'Arkansas, le premier magasin ouvre ses portes dans un bâtiment sans charme particulier, avec une grande banderole promettant des prix plus bas que partout ailleurs. Au lieu d'aller dans les grandes métropoles, il cible en fait les petites villes rurales, là où les grandes chaînes ne veulent pas s'installer. Et donc il profite, loyer plus bas, concurrence plus faible, clients sous-servis. Il empile les produits en volume, il négocie agressivement avec les fournisseurs, il accepte des marges minuscules et il mise tout sur la rotation rapide des stocks. Ce premier magasin n'est pas spectaculaire, mais il pose les bases d'une révolution silencieuse, faire du discount une stratégie à grande échelle. When I saw the Harrison, Arkansas store, I thought to myself, this is absolutely the worst discount store or retail store that I've ever seen. À ce moment-là, personne ne peut imaginer que cette enseigne un peu rustique,
planté au milieu de nulle part, deviendra le plus grand distributeur du monde. Et que Sam Walton va être le fondateur d'une dynastie. Enfin, pas tout de suite. Parce qu'à la fin des années 60, le modèle fonctionne tellement bien que Sam Walton ouvre magasin après magasin dans les petites villes du sud et du Midwest. Il développe une stratégie appelée plus tard Hub and Spoke, un centre de distribution régional et plusieurs magasins autour de ce centre. Résultat, livraison rapide et coût logistique très bas. En 1970, Walmart entre en bourse. L'entreprise compte alors 38 magasins et réalise environ 44 millions de dollars de chiffre d'affaires. L'entreprise possède déjà plusieurs centres logistiques stratégiquement placés qui alimentent des dizaines de magasins. 10 ans plus tard, on est en 1980, on parle déjà de 276 magasins et plus d'1 milliard de dollars de chiffre d'affaires annuel. Et dans les années 80, Walmart instaure sa première révolution technologique en investissant massivement dans l'informatique pour suivre les stocks en temps réel. Et il va même jusqu'à construire son propre réseau satellite privé en 1987. La concurrence est complètement dépassée car ils utilisent déjà de l'informatique, mais principalement pour la gestion administrative. Walmart, lui, en fait le cœur de sa stratégie. La donnée peut piloter toute l'entreprise. Sam Walton pose alors une nouvelle vision. La technologie doit être utilisée pour améliorer sa stratégie initiale du début de la chaîne jusqu'à la fin. Je profite de ce moment pour vous dire que je suis Mathieu Louvet, fondateur de S'Investir, conseiller en gestion de patrimoine. Et sur cette chaîne, on publie 2 vidéos par semaine qui vous donnent les clés pour investir intelligemment et reprendre le contrôle total de votre argent. Et justement, comprendre comment des dynasties comme les Walton, qu'on va découvrir, construisent et protègent leur fortune, c'est exactement le genre de mécanique que l'on décortique ici. Et si vous voulez passer de spectateur à acteur de vos propres finances, j'ai construit 2 choses pour vous. La première, c'est LBD, le programme de formation complet qui vous prend par la main du début jusqu'à la fin pour investir votre argent intelligemment en toute autonomie. Plus besoin de faire confiance aveuglément à un conseiller bancaire qui touche une commission sur ce qu'il vous recommande. Vous allez à présent tout comprendre, tout décider, garder le contrôle et tout optimiser pour votre argent. La deuxième chose, c'est S'Investir Conseil. Et là, on parle d'autre chose. Si vous avez 100 000 € ou plus à investir, on a créé un cabinet de gestion de patrimoine qui fonctionne comme la banque privée aurait toujours dû fonctionner. Transparence totale sur les frais, une équipe dédiée qui pilote votre patrimoine et surtout un accès aux meilleurs placements et solutions du marché grâce à notre architecture ouverte. Donc si vous êtes intéressé par LBD ou S'Investir Conseil, vous trouverez tous les liens en description. En 1990, Walmart devient officiellement le premier distributeur des États-Unis en termes de chiffre d'affaires, avec déjà l'un des systèmes informatiques les plus avancés du secteur. L'entreprise est capable d'analyser des millions de transactions, de partager ses données directement avec ses fournisseurs, une pratique presque inexistante chez ses concurrents alors. Sam Walton est alors vite confronté aux limites du marché américain. Et là, l'international devient la prochaine frontière. Mais il ne verra jamais cette expansion. À l'âge de 74 ans, Sam Walton, le visage de Walmart, meurt des suites d'un cancer du sang. Il meurt en étant l'homme le plus riche des États-Unis, avec une fortune estimée à environ 8,6 milliards de dollars. Mais il ne meurt pas à la tête d'un empire mondial comme on le connaît aujourd'hui. L'explosion planétaire et l'enrichissement colossal de la famille Walton vont surtout se produire après lui. L'Amérique perd un entrepreneur devenu presque folklorique, un patron qui visitait encore ses magasins en pick-up, qui parlait aux employés, qui écrivait ses idées dans ses petits carnets. And I am proud to give you your nation's highest civilian honor. Mais ce jour-là, Sam Walton ne laisse pas seulement une entreprise derrière lui, il laisse une structure, une vision, une répartition du capital pensée pour que le contrôle reste dans la famille. Et c'est là que la dynastie silencieuse des Walton va enfin prendre forme. Sam Walton n'était pas seulement le fondateur de Walmart, il en était l'incarnation. Il connaissait ses magasins par cœur. Il avait cette légitimité presque instinctive du commerçant devenu stratège. Cette capacité à pousser un système à l'extrême parce que c'était lui qui l'avait construit brique par brique. On peut transmettre des actions d'une entreprise, on peut transmettre
une fortune, mais on ne transmet pas facilement une obsession maladive. Désormais, le problème n'est pas seulement de savoir qui dirige. Le vrai défi, c'est de remplacer une figure qui portait tout le modèle sur ses épaules. Heureusement, Sam Walton a imaginé une solution avant sa mort. Verrouiller son système Walmart. La clé, la famille. Ses enfants héritent d'un empire. Une machine déjà gigantesque, cotée en bourse et valorisée à 40 milliards de dollars en 1992, scrutée par tous les investisseurs. Ces enfants ne doivent plus agir comme des visionnaires audacieux, ils doivent maintenant agir comme des gardiens. Alors l'incarnation change, la famille va contrôler en silence Walmart. Ça ne veut pas dire se retirer du pouvoir, mais se retirer de la lumière. Ils peuvent simplement orienter les grandes décisions sans jamais devenir des figures médiatiques. Là où Sam Walton incarnait Walmart, les Walton, ses descendants, vont incarner la dynastie, une présence invisible mais décisive. Qui dit dynastie, dit héritier. Alors qui sont-ils vraiment? Les figures centrales sont les enfants de Sam Walton. Rob Walton, l'aîné, juriste de formation, qui deviendra président du conseil d'administration pendant près de 30 ans. Jim Walton, plus discret encore, longtemps impliqué dans la banque familiale Harvest. Alice Walton, connue surtout pour ses investissements massifs dans l'art et la philanthropie. Et John Walton, sans doute le plus atypique, plus discret de la fratrie. Il est mort en 2005 dans un accident d'ULM, laissant sa part à sa veuve et à son fils, ce qui a maintenu le contrôle au sein du cercle familial. Et pourtant, aucun descendant de Sam Walton n'a fait une seule apparition publique. Et c'est là que commence le vrai mystère. Comment cette famille méconnue de tous peut-elle contrôler la plus grande machine de distribution du monde? Il faut savoir que la répartition ne s'est pas faite brutalement lors du décès de Sam. En réalité, il avait tout prévu. La dynastie se compose de petits sous-groupes, par exemple Rob Walton et sa descendance. En fait, chaque branche a sa part d'action et ces parts sont très importantes financièrement, plusieurs milliards. Individuellement, aucun n'a la majorité, ça c'est très important. Mais collectivement, ils ont près de 50% du capital et grâce à leurs droits préférentiels, ils sont intouchables. Cette stratégie repose sur plusieurs axes. Ils sont le plus gros actionnaire de très loin devant The Vanguard Group qui n'est qu'à 5% ou BlackRock qui est à 4%. Ils peuvent influencer la nomination du CEO. Ils contrôlent le conseil d'administration. Aucune OPA hostile n'est possible. Donc aucune offre extérieure d'achat d'actions pourrait les déloger. Et aucune révolution interne n'est possible sans leur accord. En fait, même s'ils ne sont pas directement à la tête, ils contrôlent la tête de l'entreprise. C'est un modèle très différent de celui d'entrepreneurs comme Musk ou Jeff Bezos avant, qui ont vu leur part se diluer au fil des années. Elon Musk, par exemple, possède aujourd'hui environ seulement 13% de Tesla. Pas assez pour exercer un contrôle absolu sans le soutien d'autres actionnaires. Idem pour Jeff Bezos sur Amazon, qui détient aujourd'hui environ 9% d'Amazon seulement. Mais vous voyez, Jeff Bezos, et c'est encore plus vrai pour Elon Musk, on le voit partout. Pour les Walton, la famille n'a donné presque aucune interview publique, aucune conférence, aucune présence sur les réseaux sociaux. Là où d'autres milliardaires construisent leur image comme un actif stratégique, les Walton ont compris qu'être visible quand on contrôle le plus grand employeur privé des États-Unis, c'est aussi devenir une cible permanente. Oui, parce que Walmart traîne quand même des controverses. Accusations de salaire trop bas, critiques sur les conditions de travail, accusations de pression extrême sur les fournisseurs, débats sur l'impact de l'entreprise sur les commerces locaux, mais en restant en retrait, la famille évite que la critique sociale se transforme en attaque personnelle, contrairement à un Jeff Bezos ou à un Elon Musk de Tesla ou à un Mark Zuckerberg de Meta. Tous ces milliardaires dont le mode de vie parfois extravagant, les yachts, les fusées, les méga manoirs, sont scrutés en continu. Alors après la disparition de Sam Walton, Walmart ne se contente pas de poursuivre son modèle, l'entreprise change brutalement d'échelle en poussant encore plus loin la vision initiale du fondateur. Elle s'étend à l'international, s'implante en Amérique latine, en Asie, en Europe, tout en renforçant une logistique déjà redoutable, mais capable d'alimenter des milliers de magasins avec une précision industrielle. Et en parlant d'Europe, On va tenter de rencontrer l'une des familles les plus puissantes de France, Auchan, Leroy Merlin, Decathlon ou encore Noroto. Derrière toutes ces entreprises, une seule famille, les Mullier. En France, on a un petit peu l'équivalent avec la famille Mullier. Les Walton, Walmart n'a jamais su s'imposer en France. Les Mullier, avec Auchan, c'est aussi une dynastie secrète, discrète, structurée, qui a construit un groupe puissant en maîtrisant toute une galaxie d'enseignes. Pendant des décennies, leur modèle reposait sur une logique solide, des hypermarchés en périphérie, du volume, des prix compétitifs et un ancrage territorial fort. Un petit peu à la manière de Walmart. Mais
Là où la comparaison devient très intéressante, c'est dans la capacité à faire évoluer ce modèle. On est devant, une fois de plus, des grands groupes qui ont eu une vision complètement mondiale. Je vais ouvrir des hyper dans le monde entier. Ah oui, absolument. Mais j'oublie d'investir en France, j'oublie le virage numérique. Est-ce que vous connaissez Auchan pour son site internet, pour sa présence en ligne, pour un éventuel partenariat avec ChatGPT? Non. Walmart ne se contente pas d'agrandir ses magasins et de se positionner localement. Il construit une machine globale et il prend le tournant quand il faut le prendre. Et c'est là que la vraie fracture apparaît. Les Walton n'ont jamais vu leur entreprise comme un simple réseau de magasins, mais comme un système en évolution permanente, prêt à intégrer chaque levier de progrès pour renforcer son pouvoir. Une vision qui va justement prendre une toute autre tournure, une toute autre dimension, avec l'arrivée d'un élément jusqu'ici ignoré par la grande distribution, l'intelligence artificielle. À la fin des années 90, un nouvel acteur apparaît et change complètement les règles du jeu. Amazon. À l'époque, Walmart est déjà un géant incontesté, avec des milliers de magasins, une logistique ultra optimisée et une présence internationale. Mais Amazon introduit une rupture radicale. Un modèle sans magasin, centré sur le digital, la donnée et une promesse simple, tout de suite, depuis chez soi. Livraison, être capable de passer de le jour suivant, livraison en 24 heures à livraison le jour même. Le danger est réel pour Walmart. Là où Walmart domine le monde physique, Amazon commence à capter la croissance du commerce en ligne. Beaucoup pensent que le modèle de Walmart est condamné, un géant physique face à un géant numérique, un dinosaure contre une plateforme. Entre 2000 et 2010, Amazon passe d'environ 3 milliards à plus de 34 milliards de dollars de chiffre d'affaires, avec une croissance explosive portée par le e-commerce. Pendant ce temps-là, Walmart reste massif avec plus de 400 milliards de dollars de revenus dès 2010. La différence, c'est que Walmart ne part pas de zéro. L'entreprise investit dans son site e-commerce et surtout capitalise sur un avantage unique, son réseau physique. Contrairement à Amazon, Walmart possède des milliers de magasins physiques, environ 4600 magasins aux États-Unis. Donc, 90% des Américains vivent à moins de 16 km d'un Walmart. Ça, c'est une force qu'Amazon n'aura jamais. C'est cette proximité qui l'avantage. Amazon doit aller vers les clients. Walmart est déjà partout. Des milliers de magasins deviennent progressivement des points d'appui logistiques, une constellation de petits hubs. Alors, Amazon construit des entrepôts, mais Walmart transforme ses magasins en hubs hybrides, capables de préparer des commandes, gérer du retrait en magasin, click and collect, et accélérer la livraison. Cela réduit aussi les coûts de livraison sur le dernier kilomètre, qui est l'un des postes les plus chers du commerce en ligne. Amazon est dépendant d'entreprises de livraison comme UPS, FedEx, Chronopost pour livrer ses clients, simplement car il n'a pas encore la taille, le volume de commandes et le capital pour justifier un réseau de livraison interne. Avantage Walmart. C'est seulement dans les années 2010 qu'Amazon change sa stratégie. Grâce à sa croissance, l'entreprise investit massivement dans Amazon Logistics et Amazon Air. Le vrai tournant arrive en 2016, Walmart rachète Jet.com pour 3,3 milliards de dollars. Cette petite start-up américaine de e-commerce, lancée en 2014, a pour but de proposer les prix les plus bas possibles en ligne grâce à un système d'algorithmes. Ce sont donc aussi des concurrents directs d'Amazon. Et puisque le site de Walmart est encore peu performant, il devient vital de rattraper l'avance d'Amazon sur le digital. Jet apporte à Walmart une technologie e-commerce avancée ainsi qu'une marketplace moderne. Et pour aller encore plus loin, Walmart recrute Mark Lore, le fondateur de Jet. Il devient responsable du e-commerce de Walmart aux États-Unis et dirige la transformation digitale de l'entreprise pendant plusieurs années. Résultat, entre 2016 et 2020, les ventes e-commerce de Walmart aux États-Unis explosent avec des croissances annuelles dépassant parfois les 40%. En 2020, en pleine pandémie, Walmart enregistre une hausse de 79% de ses ventes en ligne aux États-Unis en un seul trimestre. L'affrontement avec Amazon ne se fait pas frontalement. Amazon domine le pur e-commerce, Walmart, lui, domine le modèle hybride. Là où Amazon construit une domination digitale uniquement, Walmart construit une convergence physique, plus digitale, plus logistique, plus data. Et c'est précisément cette combinaison qui lui permet non seulement de résister, mais de rester un acteur dominant. Autrement dit, Amazon a changé les règles, mais Walmart a refusé de jouer uniquement sur leur terrain et a redéfini le sien. Et si Walmart a déjà réussi à se transformer, à dominer l'arrivée du digital, alors l'intelligence artificielle va ouvrir une nouvelle ère pour Walmart. En fait, vous avez compris, Walmart sait se réinventer. Et devant cette révolution qui est en train de bousculer notre quotidien
et celui du monde économique, Walmart ne va pas juste rester là à regarder ce qui se passe. Walmart décide de faire de l'IA une nouvelle arme de domination. Depuis plusieurs années, Walmart investit donc massivement dans l'intelligence artificielle. Environ 20 à 25 milliards de dollars par an. C'est pas juste pour faire du buzz. Non, c'est pour optimiser encore plus la machine. La différence entre Amazon et Walmart dans l'usage de l'IA vient surtout de leur ADN et de leur modèle économique. Les deux utilisent énormément l'IA, mais pas au même endroit et pas pour les mêmes objectifs. Amazon utilise énormément l'intelligence artificielle, mais la plupart du temps, de l'IA créée elle-même, en interne. Amazon, c'est avant tout une entreprise technologique et elle vend même littéralement du cloud des services pour l'IA à d'autres entreprises via sa filiale AWS, le plus vaste fournisseur mondial de services cloud. Pour se différencier, c'est très simple. Nous, notre approche, elle reste la même que sur nos autres produits, c'est de rendre l'intelligence artificielle, notamment générative, disponible au plus grand nombre. Mais de l'autre côté, Walmart reste avant tout un distributeur. Sa stratégie est différente. S'appuyer sur les technologies d'IA développées par d'autres acteurs et les intégrer massivement dans les opérations, la logistique et l'expérience d'achat de Walmart. Plus de 240 millions de clients par semaine, des milliards de transactions, des milliers de magasins, de centres logistiques, Walmart possède l'un des plus grands volumes de données retail au monde sur la grande distribution et surtout sait l'exploiter. Au XXIe siècle, celui qui contrôle les données contrôle le marché. Dès 2018, un partenariat avec Microsoft se fait pour structurer le traitement des données. Microsoft Azure sert de colonne vertébrale pour l'e-commerce, la logistique, l'analyse des données de Walmart. Et donc, au cœur de Walmart, il y a des algorithmes qui prédisent la demande, produit par produit, magasin par magasin, parfois heure par heure. Résultat, des réductions massives de rupture de stock. Un approvisionnement des magasins avec une certaine prédiction, une optimisation des niveaux d'inventaire à une échelle industrielle. Là où un distributeur classique va plus ou moins subir la demande, Walmart l'anticipe. Là où d'autres ajustent leurs prix une fois par semaine, Walmart les ajuste en temps réel. Chaque micro-gain devient un levier massif une fois multiplié par des millions d'opérations quotidiennes. Walmart peut désormais anticiper tous les comportements des clients et du marché et surtout, il peut commencer à les influencer grâce à ses expérimentations avec les technologies de OpenAI. Un client peut demander à ChatGPT de préparer une liste de courses, de proposer un menu pour la semaine ou de comparer des produits et voir automatiquement apparaître un panier prêt à être commandé chez Walmart. En gros, ChatGPT peut vous préparer toutes les recettes de la semaine et commander tout ça pour vous dans le magasin Walmart. Tout simplement faire ses courses avec ChatGPT. Bienvenue dans l'univers de Chat and Buy de Walmart, où faire ses courses n'a jamais été aussi fluide, presque magique. C'est comme avoir votre magasin intégré directement dans vos conversations quotidiennes. Et ce qui rend cette technologie vraiment excitante, c'est pas seulement la rapidité ou la simplicité, c'est l'idée que vos courses deviennent une extension naturelle de votre vie digitale. Alors d'un autre côté, ça peut faire aussi très peur. Que ce soit pour planifier des repas, réapprovisionner les produits essentiels du quotidien ou découvrir de nouveaux articles, les clients pourront simplement discuter et acheter et Walmart s'occupera du reste. Le futur de l'expérience shopping est déjà présent chez Walmart, où la frontière entre messagerie, assistant personnel et supermarché disparaît. L'avenir pourrait même être d'automatiser votre frigo. Il vous prévient quand vous êtes à court d'un produit que vous aimez, ou même il pourrait vous commander directement du lait lorsqu'il n'y en a plus dans le frigo. Et même encore plus loin, un partenariat avec des applications de réseaux sociaux. Et quand vous voyez une recette sur TikTok, tous les ingrédients sont ajoutés à votre panier automatiquement. Une révolution ultra intégrée qui pourrait transformer notre quotidien et nos habitudes d'achat pour toujours. Et Walmart aura lancé cette révolution. Encore une fois, surtout dans des comportements alimentaires sur des réseaux sociaux, tout ça peut s'avérer également très dangereux. Mais pour Walmart, pourquoi s'arrêter là ? Cette même puissance technologique lui permet désormais d'être aussi concurrentiel sur le terrain de la monétisation, de la visibilité des autres marques. En fait, en magasin, l'intelligence artificielle joue un rôle, mais de manière plus indirecte, en guidant les décisions sur l'emplacement de tel ou tel produit ou de telle et telle promotion.
En fait, l'IA optimise en continu ses placements, teste des milliers de variations, ajuste les prix, les promotions, les recommandations en fonction du comportement réel des consommateurs. Data center in the back at a rate of 3 years worth of music per second. Over 100 servers in this data center here. Mike Hanrahan led the conversion of this grocery store to an intelligent retail lab, as Walmart's calling it. It's the first among the more than 5,000 Walmart stores in the United States to get this. Walmart va changer la manière dont vous faites les courses. Walmart va complètement chambouler également l'expérience à l'intérieur du supermarché, dopé à l'IA. As it relates to technology, and I think we'll do a good job of leveraging generative AI and leveraging physical automation and doing the other things so that we can be relevant to people in the future. Le résultat est presque contre-intuitif. Grâce à l'IA, plus l'entreprise est grande, plus elle devient rapide. Plus elle opère à grande échelle, plus elle devient précise. Là où la taille était historiquement un frein, Walmart en fait un accélérateur grâce à l'IA. Pour la famille Mullier, avec Auchan, la taille fait qu'aujourd'hui, l'entreprise a une inertie folle et est complètement larguée sur ces sujets-là. Donc, à ce niveau-là, la concurrence ne se joue plus seulement contre Amazon ou d'autres distributeurs. Elle se joue contre un système devenu impossible à ralentir. Aujourd'hui, on ne parle plus d'une chaîne de magasins, mais d'un réseau mondial tentaculaire. Walmart, c'est plus de 10 000 points de vente dans une vingtaine de pays, plus de 2 millions d'employés, plus de 680 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Rappelez-vous, c'est l'entreprise au plus gros chiffre d'affaires du monde et avec le plus grand nombre d'employés. Chaque année, l'entreprise déplace autant d'argent que le PIB de la Norvège, de la Suède ou de Singapour. Ces 1000 milliards de dollars de capitalisation en bourse représentent à peu près la moitié de toute l'industrie automobile mondiale cotée. Donc c'est une des plus grandes machines économiques jamais construites, mais surtout c'est un écosystème, distribution, logistique, e-commerce, data, publicité, fintech, santé, un écosystème où chaque brique s'ajoute aux autres pour créer une structure intégrée qui dépasse largement le simple commerce. Et au sommet de cette structure, il y a toujours la même famille, les Walton, qui contrôlent encore près de la moitié du capital, ce qui leur donne un pouvoir direct sur les décisions stratégiques, tout en étant devenue, au fil des décennies, la famille la plus riche du monde, avec une fortune cumulée qui dépasse les 500 milliards de dollars. Mais leur puissance ne s'arrête pas à Walmart. Elle s'étend à travers des fondations, des investissements, des réseaux bancaires, projets immobiliers, des participations indirectes qui renforcent encore leur capacité d'influence bien au-delà de l'entreprise elle-même. Et c'est là que tout bascule. Parce qu'à cette échelle, ils ne vendent plus seulement des produits, ils influencent des systèmes entiers. On parle même d'effet Walmart. C'est le choc que provoque l'arrivée d'un géant comme Walmart dans une ville. D'un côté, les prix chutent, les produits sont partout et certains habitants y trouvent leur compte. Mais de l'autre, les petits commerces locaux se trouvent étranglés, incapables de suivre la cadence des prix bas et beaucoup disparaissent. En quelques années, un paysage économique peut complètement changer. Plus d'emplois chez le géant, moins de diversité dans les magasins et parfois une vraie transformation sociale. Bref, l'effet Walmart, c'est un prix à payer pour peut-être la modernité et un phénomène qui fascine autant qu'il inquiète. Le moindre petit choix stratégique modifie aussi toute une industrie mondiale. Quand Walmart annonce son engagement à réduire le prix de milliers de produits de grandes marques pour rester compétitif face à Amazon, certaines marques ont dû adapter leurs prix dans tous les pays où elles sont présentes pour ne pas voir leurs produits devenir moins chers chez Walmart uniquement. En fait, c'est une dynamique mondiale de prix qui se déclenche quand Walmart prend une décision. Et pendant que le monde regarde des figures comme Elon Musk ou Jeff Bezos essayent de rentrer dans leur vision, leur coup d'éclat, les Walton avancent discrètement, mais complètement autrement. Pas dans la lumière, mais dans la structure. Pas dans le discours, mais dans le réel. Leur influence ne cherche pas à convaincre, elle s'impose par leur impact. C'est peut-être ça le vrai paradoxe. La famille en fait la plus puissante du monde n'est pas celle qu'on entend le plus, c'est celle qui silencieusement a déjà pris place partout. Alors, est-ce qu'un modèle comme Walmart peut encore être challengé ou est-ce qu'il est devenu trop intégré, trop massif pour réellement être renversé ? Si le programme LBD ou S'investir Conseil vous intéresse, je vous rappelle que vous avez tous les liens en description. Et si vous avez apprécié cette vidéo, vous allez adorer mon enquête sur BlackRock, ce géant qui contrôle le monde et peut-être même la France et son gouvernement à notre insu. Cliquez ici pour regarder cette vidéo maintenant.